Je m'appelle Daniel Carvey, et j'avais 36 ans, l'année où ma famille m'a appris ce qu'elle estimait être la valeur d'une vie. Je me tenais dans le cimetière. Mes bottes s'enfonçaient dans l'herbe mouillée. Il y avait 2 tombes fraîchement creusées devant moi, lorsque le téléphone a commencé à vibrer dans mon manteau. Mon mari, Tom, reposait dans l'une. Ma fille, Lily, avait 6 ans. Elle reposait dans l'autre. Mes parents et mon frère avaient complètement ignoré l'enterrement. Ils avaient qualifié cela d'événement insignifiant, qui ne valait pas la peine qu'on s'y déplace. Puis, ils s'étaient envolés tous ensemble pour Hawaï, dès le lendemain matin. 5 jours après que j'ai enterré mon monde entier, ma mère m'a appelé. Non pas pour faire son deuil avec moi, mais pour me demander de l'argent. Et ce qu'elle a dit ensuite, c'est la raison pour laquelle je ne l'appellerai plus jamais ma maman. Ces temps-ci, je me réveille à 4 heures du matin. La maison est plongée dans l'obscurité derrière moi, quand je traverse les graviers. Et je n'allume plus la lumière de la cuisine, parce qu'il n'y a plus personne à l'intérieur pour la voir. La première chose que je touche chaque matin, c'est du métal froid. Les clés de mon camion. Elles se réchauffent dans ma main, le temps d'arriver au parking, et la cabine sent le diesel, et le vieux café. Et, pendant environ 20 minutes avant le lever du soleil, cette odeur est la seule chose qui me semble vraiment m'appartenir. J'ai conduit des poids lourds sur de longues distances pendant 11 ans, avant que tout cela n'arrive. Au relais routier, les hommes supposaient souvent que le propriétaire de mon camion était mon mari. Et je les laissais faire, car c'était bien plus facile que de devoir leur expliquer. Tom trouvait que c'était la chose la plus drôle au monde. Il commandait une part de tarte, et regardait un répartiteur me tendre un porte-bloc qui lui était destiné. Et il attendait. Souriant. Le moment précis où l'homme réalisait que le patron, c'était la femme avec de la graisse sous les ongles. Je garde toujours son mug à café dans la cabine. Je ne bois pas dedans. J'aime juste savoir qu'il est là. Sur le siège passager, exactement comme il avait l'habitude de l'être. Les gens pensent que le deuil est bruyant. La plupart du temps, ce ne sont que des petits détails. Des moments où vous tendez le bras vers quelqu'un, et où votre main se referme sur le vide. Près de la porte de l'entrée, il y a toujours 2 petites paires de bottes en caoutchouc. Jaunes. Alignées, exactement là où Lily les a laissées. Je ne les ai pas bougées. Je me dis que je le ferai. Et puis un autre 4 heures du matin arrive, et je ne le fais pas. Il y a 11 mois, j'avais encore une famille à retrouver en rentrant chez moi. Je veux vous raconter comment je les ai perdus. Mais d'abord, je dois vous expliquer comment les personnes qui partagent mon sang ont décidé qu'elles avaient un meilleur endroit où être. Il a plu pendant 3 jours, ce printemps-là. Le genre de pluie qui transforme un simple ruisseau en un véritable mur d'eau en l'espace de 20 minutes. J'étais à 800 km à l'est, sur un trajet frigorifique. Je transportais des produits frais dont je ne me souviens même plus, quand mon téléphone s'est allumé, dans une station-service de l'Ohio. Tom avait récupéré Lily plus tôt chez sa grand-mère, à cause du mauvais temps. C'était un homme prudent. 20 ans derrière un volant, sans jamais une seule amende. Le genre d'homme qui ralentissait aux feux oranges, même quand le camion derrière lui klaxonnait. Il avait pris la route départementale pour rentrer, car l'autoroute était inondée. Il y a un passage à gué, un peu après la ferme des Anlais. Un petit creux en béton, où le ruisseau passe sous la route. Par temps sec, on n'y prêterait même pas attention. Ce jour-là, l'eau est montée au-dessus du passage, alors qu'ils étaient dessus. Ils ont retrouvé son camion environ 400 mètres plus en aval. Coincé contre des peupliers. 2 jours plus tard. Une fois que l'eau avait enfin baissé. Je ne vais pas décrire la suite. Certaines choses ne sont pas faites pour être racontées. Et Lily avait 6 ans, elle mérite bien mieux que d'être un détail tragique dans une histoire. Ce que je vais vous dire, c'est que j'ai roulé pour rentrer chez moi en 9 heures chrono. Sans dormir. Les 2 mains tremblantes sur le volant. En faisant des calculs dans ma tête, pendant tout le trajet. Si j'avais refusé cette course. Si j'avais été à la maison pour les conduire moi-même. Si j'avais appris à Tom à avoir peur de ce passage à gué, autant que moi. Je suis rentré dans une ville qui savait déjà. Avant même que je ne sois au courant. Des plats préparés posés sur mon Porsche. La voiture du shérif garée dans mon allée. J'avais roulé vite. 9 heures à travers 4 États. Mais j'avais quand même 9 heures de retard. Et le premier appel que j'ai passé,
avant même de pouvoir formuler les mots correctement, fut pour ma mère. Je pensais que, de toutes les personnes sur cette terre, c'est elle qui viendrait. La première question de ma mère fut de savoir si les funérailles pouvaient attendre 2 semaines. Je me souviens d'être assise sur le sol de la cuisine, le téléphone à la main. Je croyais avoir mal entendu. Elle et mon père avaient un voyage de prévu, a-t-elle dit. Hawaï. 8 jours avec mon frère Nathan, sa femme Mallory, et les petits-enfants. C'était noté sur le calendrier depuis janvier. Les acomptes étaient payés. Je lui ai dit que mon mari et ma fille étaient morts. Elle m'a répondu qu'elle comprenait. Mais avec le même ton qu'on utiliserait pour un collègue qui aurait raté une date limite. Ensuite, Mallory a pris le relais sur la discussion de groupe de la famille. Parce que Mallory prend toujours le contrôle. Elle a écrit que, bien sûr, tout le monde était vraiment désolé. Mais que les billets n'étaient pas remboursables. Que les enfants attendaient ce voyage avec impatience. Et que, je ne voudrais sûrement pas qu'ils annulent toutes leurs vacances pour. Ce qu'elle a réellement tapé. Par écrit. Pour que nous puissions tous le lire, un événement insignifiant qui ne valait pas la peine qu'on s'y déplace. J'ai lu cette phrase 4 fois. Un événement insignifiant. Les funérailles de ma fille. La réponse de ma mère, tombée 2 minutes plus tard, était un emoji pouce en l'air, et le mot d'accord. Pas un seul d'entre eux n'a demandé comment Lily était morte. Pas un seul d'entre eux n'a demandé le deuxième prénom de Tom pour la pierre tombale. Ou si je mangeais. Ou si j'étais seul dans cette maison, avec 2 paires de petites bottes jaunes près de la porte. Ils m'ont demandé quelle semaine les arrangerait le mieux. J'ai arrêté de poser des questions. Je leur ai dit que l'enterrement aurait lieu samedi, et qu'ils étaient les bienvenus, ou non. Puis, j'ai raccroché. Et je n'ai plus jamais rappelé. C'était la première fois de ma vie, que je comprenais quelque chose d'aussi froid, et d'aussi clair, à propos des gens qui m'avaient élevé. Ils n'allaient pas me choisir. En 36 ans, ils ne m'avaient pas choisi une seule fois. Et ce qui est étrange, c'est que de le savoir ne m'a pas détruite. Cela m'a libéré les mains, pour ce qui allait suivre. Le premier banc est réservé à la famille. Lors de la cérémonie pour Tom et Lily, le premier banc était vide. Et j'ai fait le choix de m'asseoir au 2e rang, avec tous les autres. Parce que les personnes du 2e rang, elles, étaient vraiment venues. Mon oncle Ernest avait conduit pendant 4 heures depuis Joplin. Il s'est tenu à côté de moi tout le long de la cérémonie, sa main posée sur mon épaule. Comme un homme qui s'accrocherait à un piquet de clôture, pendant une tempête. L'église s'est remplie. Les répartiteurs de Tom sont venus dans leur chemise de travail. Les serveuses du dîner sont venues. La maîtresse de maternelle de Lily est venue, et elle a pleuré encore plus fort que moi. Et toute l'équipe de football s'est pointée, dans leur petit maillot bleu, parce que Tom les entraînait le samedi. Mes parents étaient sur une plage. Mon frère était sur une plage. Leurs sièges sont restés vides et impeccables, pendant qu'une centaine de travailleurs s'entassaient, épaule contre épaule, pour dire adieu à un chauffeur routier et à une petite fille. J'ai prononcé l'éloge funèbre moi-même. Je ne faisais pas confiance aux mains d'un autre pour porter ma voix. J'ai dit que Tom ralentissait aux feux oranges. J'ai dit que Lily dessinait des camions, plutôt que des princesses. J'ai dit qu'ils étaient la meilleure chose que j'ai jamais construite, et la seule chose que je ne pouvais pas garder. Je n'ai pas mentionné le banc vide. Et je n'en ai pas eu besoin. Parce que chaque âme présente dans cette pièce pouvait le voir. Après ça, Ernest m'a accompagné jusqu'à ma voiture, et il a prononcé la seule chose honnête qu'un membre de ma famille ait dite de tout le mois. Daniel, ils ne te reviendront pas. Pas vraiment. Tu devrais organiser ta vie en acceptant que c'est la vérité. J'ai enterré mon mari et ma fille, avec les personnes qui étaient réellement présentes. Et alors que je me tenais près des 2 tombes fraîches, le gravier crissant sous mes bottes, le téléphone dans mon manteau a commencé à vibrer. Le nom de ma mère s'est affiché. Depuis Honolulu. J'ai laissé la sonnerie se perdre dans l'herbe mouillée. Je n'avais encore aucune idée de ce qu'elle s'apprêtait à me demander. 5 jours plus tard, elle m'a eu au téléphone. J'ai fini par répondre, par pur épuisement. Il n'y a pas eu de « Comment vas-tu » Il n'y a pas eu de « Je suis désolé de ne pas avoir pu être là ». Il y avait juste du vent, une annonce d'aéroport en fond sonore, et la voix de ma mère à l'endroit au but. Comme une femme appelant pour une facture impayée. Daniel, il faut qu'on parle de l'argent. Je me suis assise.
J'ai demandé, quel argent? Elle a répondu, les 40 000 euros. Son ton laissait entendre que je devais déjà le savoir. Ensuite, elle m'a dit que la concession automobile de Nathan était en difficulté. Que la famille devait se serrer les coudes. Que je devais comprendre la situation dans son ensemble. Et, quand je n'ai pas répondu assez vite, elle a prononcé la phrase que j'entendrai dans mon sommeil pour le restant de mes jours. On peut toujours gagner plus d'argent, Daniel. On ne peut pas fabriquer une nouvelle famille. Elle me l'a dit, à moi. À la fille dont la famille était sous terre, parce qu'il n'avait pas voulu prendre un vol pour rentrer. Elle m'a dit ça depuis l'aéroport d'Honolulu, avec probablement encore du sable dans ses chaussures. Me demandant 40 000 euros, pour sauver le fils qui s'était prélassé sur une plage, pendant que ma petite fille descendait dans la terre. J'ai éloigné le téléphone de mon visage. J'ai regardé les 2 paires de bottes jaunes près de la porte. J'ai pensé à la façon dont une personne pouvait utiliser le plus beau mot de la langue, famille, comme un pied de biche. Pour soutirer de l'argent à quelqu'un qu'elle venait tout juste d'abandonner. J'ai été à 2 doigts d'éclater de rire. Et à 2 doigts de faire quelque chose de bien pire. Au lieu de cela, je lui ai posé une seule question, très calmement. De quels 40 000 euros parles-tu, au juste, en pensant qu'ils sont à toi? Il y a eu un blanc sur la ligne. Le genre de silence qui vous indique que quelqu'un a déjà décidé de ce qui lui revenait de droit, mais ne l'a pas encore formulé à voix haute. Et, pendant ce silence, j'ai commencé à comprendre exactement ce qu'ils estimaient m'avoir prêté. Et à quel point ils se trompaient. Voici l'histoire des 40 000 euros. Il y a 4 ans, bien avant tout cela, je voulais arrêter de conduire le fret des autres, et acheter mon propre camion. Un bon tracteur d'occasion me coûtait environ 90 000 euros. J'en avais économisé la majeure partie, à la dure. Mais il m'en manquait un peu, et Tom et moi avions besoin d'un prêt bancaire pour combler le trou. Le prêteur a regardé mon apport initial, et a demandé d'où venaient 40 000 euros de cette somme. Parce que c'est ce que font les banquiers. Cet argent venait de mes parents, des années auparavant. Ils me l'avaient remis, devant Nathan, lors d'un Noël où ils se sentaient généreux et importants. Ils avaient appelé ça, un cadeau pour mon avenir. La banque ne se contente pas de votre parole pour ce genre de choses. Quand une partie d'un apport vient de la famille, le prêteur fait signer une lettre aux proches. C'est un document officiel. Il stipule que l'argent est un véritable don. Qu'aucun remboursement n'est attendu. Que ce n'est pas un prêt, et que ça ne l'a jamais été. Je n'y avais pas réfléchi à 2 fois, à l'époque. J'ai apporté les papiers moi-même chez mes parents. Je me suis assise à la table de leur cuisine, et j'ai regardé ma mère et mon père apposer leur signature sur cette lettre, pour que je puisse acheter mon camion. Ensuite, je l'ai classée avec mes documents de prêt, et j'ai oublié qu'elle existait. Comme on oublie une chose dont on n'aura jamais besoin, jusqu'au jour où l'on n'en a plus besoin que n'importe quoi d'autre. Ma mère l'avait oublié aussi. Ou alors, elle avait décidé que cela ne comptait plus. Parce que maintenant, 4 ans plus tard, avec Nathan en train de couler, et toute ma vie enterrée au cimetière, elle avait reclassé ce cadeau dans sa tête. Ce n'était plus un cadeau. Désormais, c'était un investissement. Et un investissement, selon elle, c'était quelque chose qu'une famille pouvait exiger de récupérer quand bon lui semblait. Elle n'avait aucune idée de ce qui dormait dans mon meuble à dossier. Nathan m'a appelé le lendemain, pour finir ce que ma mère avait commencé. Mon frère a 33 ans, et a passé toute sa vie à être celui qui est responsable. Ce qui signifiait surtout, être celui que mes parents finançaient. Il avait ouvert une concession automobile il y a 2 ans, avec de l'argent qu'il n'avait pas vraiment. Et maintenant, les crédits de stock le rongeaient vif. Et le parc était rempli de camions que personne n'achetait. Il n'a pas posé de questions sur Lily non plus. Il a commencé par parler de la concession. Puis de la famille. Et ensuite, il est passé à la partie qui m'a tout fait comprendre. Écoute, Daniel, tu es seul maintenant, a-t-il dit. À quoi cet argent te sert-il, de toute façon? J'ai laissé ça flotter dans l'air. Tu es seul maintenant. Comme si mon mari et ma fille n'étaient qu'une simple ligne de budget, qu'ils avaient charitablement ramené à 0 pour moi. Comme si le deuil était assorti d'un remboursement. Ensuite, Mallory a envoyé un texto. Parce que Mallory est incapable de laisser un silence s'installer. Elle a écrit que l'argent de la famille était une cagnotte commune. Que j'avais déjà puisé dans cette cagnotte une fois, et que c'était au tour de quelqu'un d'autre maintenant.
Et que, franchement, mon attitude faisait du mal à tout le monde. Une cagnotte commune. J'avais remboursé la générosité de mes parents d'une centaine de façons au fil des années. Mais on ne peut pas rembourser des gens qui ne cessent de déplacer la ligne d'arrivée. Le pire n'était pas la demande en elle-même. Le pire, ce fut d'apprendre par un cousin, une semaine plus tard, qu'ils racontaient déjà leur propre version à toute la famille élargie. Que ce pauvre Nathan luttait, et que l'égoïste Daniel, assis sur ses camions, ne lèverait pas le petit doigt pour aider son propre sang. Ils avaient construit leur histoire avant même que je ne dise non. Ils avaient juste besoin que j'y joue le rôle de la méchante. J'ai décidé, à cet instant précis, que je n'allais pas me battre contre leur histoire. J'allais la laisser s'essouffler d'elle-même. J'aimerais vous dire que je n'ai jamais vacillé. Ce serait mentir. Il y a une chose que je fais, une chose que beaucoup d'entre vous font. Je préfère porter tout le poids moi-même, plutôt que de faire un scandale. Je suis celle sur qui tout le monde s'appuie depuis que j'ai 9 ans, préparant les déjeuners de Nathan parce que notre mère était fatiguée. Alors, un soir, après une semaine d'appels incessants, je me suis réellement assise avec mon carnet de chèques. 40 000 € videraient ma poire pour la soif, mais cela ferait arrêter les sonneries de téléphone. Et une partie de moi, comme un animal épuisé, voulait juste que le bruit s'arrête. Ernest m'a surprise en train de le faire. Il avait pris l'habitude de passer, réparant des choses qui n'avaient pas besoin d'être réparées, s'asseyant dans le fauteuil de Tom pour qu'il ne soit pas si vide. Il a vu le chéquier ouvert sur la table, et il n'a pas crié. Il a juste dit, « Tu vas vraiment l'écrire, ce chèque ? Tu vas les payer, pour qu'ils puissent continuer à manquer tes enterrements. » Et j'ai posé le stylo. Parce qu'il avait raison. Je n'avais pas peur qu'on me traite d'ingrate. J'étais juste tellement habitué à être celle qui répare les choses, que j'avais failli réparer la mauvaise. Si vous avez déjà été la personne sur qui tout le monde s'appuie, mais que personne ne rattrape en cas de chute, restez avec moi. Car c'est la partie exacte, où j'ai arrêté de porter des gens qui n'avaient même pas pris la peine de se tenir près de la tombe de ma fille. Laissez un commentaire si vous avez déjà été cette personne, et abonnez-vous. Car ce que j'ai fait, au lieu de signer ce chèque, est la seule et unique raison pour laquelle je vous raconte ça. J'ai rebouché le stylo, j'ai fermé le chéquier, et le lendemain matin à 4 heures, j'ai fait la seule chose qui ne m'a jamais, au grand jamais, laissé tomber. Je suis allé travailler. Retourner au travail, cela signifiait affronter chaque homme qui pensait que je m'effondrerais sans Tom. L'agent bancaire qui gérait ma ligne de crédit, m'a demandé, avec une voix douce qui était curieusement pire que de l'impolitesse, si j'avais envisagé de vendre l'équipement pendant qu'il avait encore de la valeur. Un courtier en fret avec qui je travaillais depuis des années, a soudainement eu des doutes sur la capacité de l'entreprise à continuer à tourner, compte tenu de la situation. J'ai entendu, par des intermédiaires, que 2 d'entre eux disaient aux expéditeurs que je ne tiendrais pas la saison. Une veuve éplorée avec quelques camions. Ils m'avaient déjà éliminé de la course. Mes clés étaient froides dans ma main chaque matin. Et certains matins, ce froid était la seule chose qui me maintenait debout. Mais je m'y suis accroché, comme si c'est la dernière chose au monde qui m'appartenait vraiment. Parce que c'était le cas. Puis, Glenda m'a trouvé. Glenda approche de la soixantaine. Elle a géré la répartition pour un transporteur régional pendant 30 ans, et a oublié plus de choses sur le fret, que ses courtiers n'en apprendront jamais. Elle m'a emmené dans un relais routier, m'a payé des œufs, et m'a donné le seul conseil en affaires qui comptait vraiment. Ma chérie, m'a-t-elle dit, à partir de maintenant, les gens travaillent soit avec toi, soit contre toi. Il n'y a pas de juste milieu. Arrête d'espérer que ceux qui doutent changent d'avis. Rends-les inutiles. Alors, je l'ai fait. J'ai appelé chaque expéditeur qui avait fait confiance à Tom, et je leur ai dit la vérité, sans détour. Le patron, c'était la femme avec de la graisse sous les ongles. La même que d'habitude. Et elle était toujours à l'heure. Je n'ai cassé les prix de personne, et j'ai travaillé plus dur que tout le monde. Et au bout de 3 semaines environ, un contrat est arrivé sur mon bureau, trop gros pour seulement 2 camions. Une chaîne régionale de supermarchés, un fret régulier, du vrai argent. Le genre de compte qui permet de bâtir une entreprise. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'être assez courageuse pour l'accepter. Pour accepter ce contrat, j'avais besoin d'un 2e tracteur sur la route, et vite. Alors, j'ai commencé à vider l'ancien camion de Tom, pour le vendre et libérer des liquidités. Ce camion, c'était toute sa vie. Il l'avait gardé immaculé.
des journaux d'entretien tenus au jour près. Un petit cheval en plastique, que Lily avait collé sur le tableau de bord. Pour que papa ait un ami. Je suis restée assise dans cette cabine pendant 1 heure, avant de pouvoir toucher à quoi que ce soit. Ensuite, j'ai commencé à sortir ses affaires. Doucement, comme si je fouillais dans les poches d'un homme endormi. Ses lunettes de soleil, un bulletin paroissial, un rouleau de pièces de 25 cents pour la machine à air. Et, au fond du vide-poche de la portière, sous une carte pliée, son carnet de route. Pas la version électronique que la loi exige aujourd'hui. Le vieux format papier, qu'il gardait quand même, par habitude. 20 ans de sa vie au crayon à papier, chaque trajet, chaque kilomètre, écrit avec ses lettres moulées et soignées. Je l'ai tenu en main, et je n'ai pas pu l'ouvrir. J'avais l'impression d'ouvrir ses mains. Je me suis dit que je le lirais plus tard, quand je serai plus forte. Et je l'ai posé sur le siège passager, à côté de son mug à café, et du petit cheval en plastique. Mais j'avais vu quelque chose en le ramassant. La dernière page n'était pas un trajet. C'était de l'écriture. Plus qu'une simple entrée de carnet de bord. Son écriture remplissait les lignes. Il y avait écrit quelque chose, juste avant de mourir. Je l'ignorais, et maintenant, ce message était posé à 60 centimètres de moi. Il m'attendait. J'ai conduit pour rentrer à la maison, avec ce carnet sur le siège, comme un passager. Je veux être honnête avec vous. J'avais peur de cette page. Une partie de moi savait déjà, que peu importe ce que Tom y avait écrit, cela allait changer mes actions futures. Et je n'étais pas sûr d'être prête à être changée. Il m'a fallu 3 jours de plus pour l'ouvrir. Pendant que ce carnet de route restait fermé sur la table de ma cuisine, ma famille a commencé à s'en prendre à ma réputation. Mallory dirigeait la campagne. Parce que Mallory gère la famille comme s'il s'agissait d'un compte marketing. Les textos arrivaient quotidiennement, des rappels de tout ce que mes parents avaient fait pour moi. Un sentiment de culpabilité déguisé en inquiétude, me demandant si j'avais cherché de l'aide pour mon amertume. Elle m'a transféré une photo des enfants de Nathan, accompagnée d'une légende expliquant qu'ils risquaient de perdre leur maison. Comme si leur maison et ma fille morte appartenaient à la même échelle de valeur. Et elle a travaillé la famille au corps. Ma cousine Renée m'a appelé. Elle m'a raconté ce qui circulait. Que j'avais touché beaucoup d'argent, et que j'avais tourné le dos à la famille. Que le deuil m'avait rendu cruel. Que mes parents avaient le cœur brisé par ma froideur. Ces mêmes parents, qui faisaient de la plongée sous-marine pendant que je choisissais un cercueil pour enfants. Ils avaient complètement inversé la situation. Dans leur version, c'étaient eux les blessés, et j'étais le monstre qui refusait d'aider son frère en difficulté. Pendant environ 1 journée, ça m'a rendu malade. Parce qu'un mensonge répété par suffisamment de bouches, finit par ressembler à la météo. À quelque chose qu'on est simplement obligé de subir. Puis, ça m'a ouvert les yeux. Ils n'allaient pas s'arrêter d'eux-mêmes. Les gens qui réécrivent l'histoire pour se faire passer pour les victimes, ne se portent jamais volontaires pour poser le stylo. René, à son grand crédit, n'avalait pas ce tissu de mensonges. J'étais à cet enterrement, Dany m'a-t-elle dit. J'ai vu le banc vide. Je ne suis pas folle. Ce fut la première faille. Une seule personne dans cette famille, qui avait regardé la même pièce que moi, et qui en avait vu la vérité. Je ne savais pas encore à quel point j'allais avoir besoin d'elle. Mais j'ai gardé cette information dans un coin de ma tête. À côté de la lettre de don. À côté du carnet de route. Dans ce dossier grandissant des choses qui allaient avoir leur importance. René m'a rappelé un jeudi. Et sa voix était différente. Plus basse, le genre de voix que les gens utilisent quand ils vous racontent un secret qu'ils ne devraient pas divulguer. Il prépare quelque chose, a-t-elle dit. Pour l'anniversaire. Le 40e anniversaire de mariage de mes parents approchait. Une grande fête dans la salle paroissiale de l'église. Toute la famille élargie était invitée. Je n'avais pas prévu d'y aller. Mais René s'était retrouvé à la table de cuisine de ma tante, pendant que ma mère et Mallory élaboraient leur plan. Elles allaient me coincer là-bas, devant tout le monde. Ray, mon père, allait se lever pendant les toasts et lancer un appel à la famille. Me mettre dans l'embarras publiquement, et présenter la chose comme la fille prodigue, refusant d'aider sa famille à l'heure du besoin. Il s'était dit que soit je céderais sous la pression de 40 membres de la famille en train de me regarder. Soit je refuserais,
prouvant ainsi que j'étais exactement la femme froide qu'ils avaient décrite. Dans les deux cas, ils gagnaient. C'était un piège avec deux issues. Et les deux menaient exactement là où ils voulaient que j'aille. René pensait que je devais ignorer l'invitation. Rester à la maison, rester en sécurité. Ne pas leur offrir la tribune. Et, pendant une minute, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire. Puis, quelque chose en moi est devenu très silencieux, et très calme. Exactement comme ça se produit dans une descente de montagne, quand les freins commencent à lâcher. Vous arrêtez d'avoir peur, et vous commencez simplement à piloter. Il voulait un public. 40 personnes, toute la famille, réunies dans une seule pièce, pour les regarder me remettre à ma place. L'avantage avec un public, cependant, c'est que ça fonctionne dans les deux sens. Ils étaient en train de construire une scène pour m'humilier. Je me suis mise à réfléchir à ce que l'on pouvait faire d'autre avec une scène. Avec une salle pleine de témoins, et avec la vérité que personne n'avait pris la peine de vérifier. Cette nuit-là, j'ai enfin ouvert la dernière page du carnet de route de Tom. Je me suis versé un café que je n'ai pas bu. Je me suis assise à la table, et je suis allé directement à la fin. Elle était là. Son écriture en lettres moulées, datée de la semaine avant sa mort. Ce n'était pas une lettre d'amour. Tom n'était pas le genre d'homme à écrire des lettres d'amour. C'était une liste. Il l'avait intitulée comme il intitulait tout. De manière simple, et directe. Les choses que l'on va faire. Acheter notre propre camion. Payer en totalité. Pas de banque. Mettre notre nom sur la portière, pas celui de quelqu'un d'autre. Et puis, la phrase qui a fait s'effondrer le sol sous mes pieds. Carvé et fille. Pour que Lily grandisse en sachant que sa maman a construit quelque chose. Il avait écrit le nom de notre entreprise. Cette entreprise dont nous parlions toujours, mais que nous n'avions jamais tout à fait lancée. Il l'avait déjà choisie. Carvé et fille, pour la petite fille qui dessinait des camions plutôt que des princesses. Pour qu'elle grandisse en voyant sa mère diriger une entreprise portant son propre nom. Je suis restée assise là, un long moment. Le lendemain matin, j'ai passé la main au-dessus du pare-soleil de sa cabine, là où je savais qu'elle rangeait ses œuvres d'art. Et j'ai détaché le dessin qui voyageait là depuis 2 ans. Le dessin au crayon de couleur de Lily. 3 camions bosselés alignés, un bonhomme allumette avec des cheveux jaunes à côté. Et ces lettres soigneuses d'enfants de maternelle en dessous. Les camions de maman. Je l'avais vu une centaine de fois. Mais sans jamais le voir vraiment. Ils avaient qualifié ces funérailles d'événements insignifiants. Ils avaient qualifié toute ma vie de simple ligne budgétaire. Et j'étais sur le point de faire en sorte que le nom de cette petite fille vaille plus que toutes leurs vacances réunies. Je n'ai pas pris cette décision dans un accès de colère. Je l'ai décidé de la même manière que vous décidez d'aborder une longue descente. En rétrogradant, de façon délibérée, avec les 2 yeux grands ouverts. La semaine suivante, j'ai rempli les papiers. L'entreprise a cessé d'être Daniel Carvé, chauffeur indépendant. Elle est devenue Carvé et Fille Transport. J'ai gardé le des filles. Elle était partie, mais je l'ai gardée quand même. Parce que certains noms, on les mérite en aimant quelqu'un, et non en le gardant avec soi. Donner un nom à l'entreprise a changé quelque chose dans ma façon d'avancer. Je n'étais plus en deuil, à attendre que la tempête passe. J'avais quelque chose à bâtir, et le nom d'une fille sur la portière. Et des personnes qui avaient menti sur les 2. J'ai décidé que j'irais à la fête d'anniversaire. Pas pour me battre. Je n'ai jamais rien gagné en étant la personne la plus bruyante dans une pièce, et je n'allais pas commencer à le faire, à la fête de mes parents. J'irais pour une seule raison. Pour mettre la vérité sur la table, devant chaque témoin qu'ils avaient réuni. Et pour la laisser là, où ils ne pourraient pas l'effacer par texto, ou la déformer lors d'un appel téléphonique. Mais, dans cette famille, la vérité seule n'avait jamais suffi. Ils l'avaient tordue toute ma vie. J'avais besoin de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contester. Quelque chose portant leur propre signature. Et je me suis souvenu de la lettre de don. Classée depuis 4 ans, rangée dans mon meuble avec les documents de prêt. Signée par eux 2, jurant en toutes lettres que les 40 000 € étaient un don, et non un prêt. Le problème, c'est que je n'étais pas sûr d'avoir encore ma copie, propre et lisible. Et je savais que l'original se trouvait dans le dossier de prêt de ma banque. Si je devais poser cette page devant 40 personnes,
il fallait qu'elle soit réelle, officielle, et irréfutable. Alors, j'ai fait quelque chose de très banal. J'ai appelé ma banque, et j'ai demandé comment un emprunteur pouvait obtenir une copie certifiée conforme, d'un document provenant de son propre dossier de prêt clôturé. La femme au téléphone m'a dit que cela prendrait quelques jours, et de légers frais. Quelques jours. De légers frais. C'était le prix total de l'objet qui allait réduire leur visage en cendres. J'ai coché la date de la fête sur le calendrier. Et j'ai commencé le compte à rebours. Non plus avec appréhension, mais en étant prête. L'agent de crédit qui a extrait mon dossier, était plus jeune que je ne l'étais lors de la conclusion de mon prêt, mais il l'a trouvé. Je me suis assise face à lui, pendant qu'il feuilletait des papiers vieux de 4 ans, et il a fait glisser une page vers moi. Et elles étaient là. La signature de ma mère, la signature de mon père. Au-dessus d'elle, le jargon qu'utilisent les banques, pour qu'il n'y ait jamais l'ombre d'un doute. Ces fonds constituent un don. Aucun remboursement n'est attendu. Il ne s'agit en aucun cas d'un prêt. Tous les deux l'avaient signé, à la table de leur propre cuisine, sous mes yeux. J'ai demandé à l'agent d'en faire une copie certifiée conforme, tamponnée et datée. Et je suis rentré chez moi, la feuille posée à plat sur le siège passager, comme si elle risquait de s'envoler. Pendant tout le trajet, je n'arrêtais pas d'entendre « Nathan. Tu es seul maintenant, Daniel. À quoi cet argent te sert-il, de toute façon ?» Je savais maintenant exactement à quoi il allait me servir. Pas à l'argent. Je ne reverrai jamais ces 40 000 euros, et je n'en voulais pas. J'avais besoin de l'unique page qui prouvait qui d'entre nous avait dit la vérité. Et j'en avais besoin devant les personnes à qui ils avaient menti. Je ne montais pas un dossier pour crier. Je montais un dossier pour pouvoir rester calme, pendant que perdraient les pédales. C'est la partie dont personne ne vous parle, sur la bonne façon de régler ses comptes. La force la plus redoutable dans la pièce n'est jamais la voix la plus forte. C'est la personne silencieuse, munie d'un document. Si quelqu'un dans votre vie vous a déjà fait douter de ce dont vous vous souveniez très clairement, voici ce que 11 ans de paperasse m'ont appris. Écrivez-le. Gardez la page. Archivez la preuve. Abonnez-vous, car la partie suivante, c'est celle que j'ai attendue pendant 11 mois. J'ai mis la copie certifiée dans une chemise cartonnée toute simple. Je l'ai posée près de la porte, à côté de mes clés. Et j'ai attendu ce fameux samedi. Pendant que j'attendais, l'entreprise grandissait. J'ai pris ce contrat avec la chaîne de supermarchés. Pour le couvrir, j'ai acheté un deuxième tracteur. Puis, j'en ai loué un troisième, quand le fret n'a cessé d'affluer. J'avais des chauffeurs maintenant. Des vrais. Des bons. Des hommes, et une femme, qui avaient quitté de plus grandes entreprises parce que je payais un prix juste, et que je ne mentais pas. Nous avons peint les camions d'un vert profond, avec le nom inscrit en lettres blanches et nettes sur les deux portières. Identique sur chaque camion. Carvé et Fille Transport. Et en dessous, en petit, là où vous ne le remarqueriez que si vous y prêtiez attention, j'ai fait peindre les 3 camions Bosley dessinés au crayon par Lily, recopiés à l'identique de son dessin. La première fois que j'ai vu les 3 camions alignés dans la cour, avec son œuvre d'art sur les portières, j'ai dû m'asseoir dans mon camion un bon moment. Ce courtier qui doutait que je tienne la saison, m'a appelé pour me demander si j'avais de la capacité pour ses excédents. L'agent bancaire qui m'avait suggéré de vendre, a discrètement revu ma ligne de crédit à la hausse, sans même que je le demande. C'est fou comme la phrase « elle n'y arrivera jamais » se transforme rapidement en « nous avons toujours cru en vous », une fois que les camions roulent et que les factures sont acquittées. Je n'ai pas fanfaronné. Je me suis juste souvenu. La nouvelle de tout cela a circulé, comme cela se passe toujours dans une petite ville. Et elle est arrivée directement aux oreilles de ma famille. Soudainement, la fille qu'il était seul maintenant, et n'avait plus besoin de son argent, dirigeait une véritable entreprise, avec son nom sur 3 camions. Il pouvait le sentir. Les mêmes personnes qui avaient ignoré les funérailles, ont commencé à liker mes publications. Ma mère a envoyé un unique texto. La première chose chaleureuse en plusieurs mois. Nous sommes si fiers de ce que tu as construit, ma chérie. Si fiers de la chose à laquelle ils avaient essayé de soutirer 40 000 euros. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste assuré que cette copie certifiée conforme était toujours près de la porte. Et j'ai compté les jours. Plus la fête approchait, plus la version de ma mère devenait bruyante. Elle avait cessé d'espérer le chèque, et commençait à protéger son histoire.
ce qui lui importait bien plus que l'argent, en fin de compte. À l'église, au salon de coiffure, à la table de sa sœur. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre que Daniel avait abandonné la famille. Que le succès m'était monté à la tête. Que j'avais laissé une tragédie, ce sont ses propres mots, une tragédie me rendre aigri contre mon propre sang. Et elle s'accrochait toujours à cette même réplique, celle qu'elle avait utilisée pour me demander l'argent, sauf que maintenant, elle la dirigeait contre moi. On ne peut pas fabriquer une nouvelle famille, disait-elle en secouant la tête, l'air affligé. Comme si c'était moi qui m'étais envolé pour Hawaï. Comme si c'était moi qui avais qualifié les funérailles d'un enfant d'événement insignifiant. Elle avait transformé le plus beau mot qu'elle connaissait en une arme. Et elle avait retourné la situation, de sorte que je sois la méchante qui la tenait. J'ai appris tout cela par René, qui s'était autoproclamé mon espionne et mon ami dans le même souffle. Et René a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a commencé à dire discrètement la vérité aux gens. Sans se disputer, sans faire de scandale. Juste au moment où quelqu'un répétait la version de ma mère à l'épicerie, René répondait, douce comme un agneau, c'est étrange. Parce que j'étais à cet enterrement. Et Brenda et Ray n'y étaient pas. Ils étaient à Hawaï. J'ai les dates. Et elle avait bel et bien les dates. Les gens ont commencé à faire le calcul. Quelques-uns se sont tus à ce sujet. Comme on le fait, quand on réalise qu'une histoire qu'on a répétée s'avère être exactement l'inverse de la vérité. Le sol se dérobait sous les pieds de ma mère, et elle ne le sentait même pas encore. Elle pensait qu'elle allait entrer dans sa fête d'anniversaire, pour remettre sa fille à sa place. Elle n'avait aucune idée que sa place n'était déjà plus la même. La chose qui a vraiment tout fait exploser, ce fut une photographie. Ma mère, comme beaucoup de gens de son âge, avait découvert qu'elle adorait publier des photos en ligne. Et elle détestait comprendre comment fonctionnaient les horodatages. Quelque part dans son fil d'actualité de ce printemps-là, il y avait un cliché ensoleillé de toute la troupe. Des colliers de fleurs autour du cou, des métées à la main, les enfants de mon frère souriant dans les vagues. La légende parlait de se créer des souvenirs. L'horodatage indiquait le lendemain du jour où Tom et Lily avaient été mis en terre. René l'a trouvé. Elle n'a même pas eu besoin de dire quoi que ce soit de cruel. Elle a juste placé cette photo à côté de la date de l'enterrement. Les deux clairs comme le jour. Et elle a laissé les gens regarder. Une photo à la plage, collier de fleurs et cocktail, datée du matin suivant l'enterrement d'une enfant de 6 ans. Vous pouvez déformer beaucoup de choses lors d'un appel téléphonique. Vous ne pouvez pas déformer un horodatage. Les membres de la famille qui avaient hoché la tête en écoutant l'histoire de ma mère, avaient maintenant une date dans une main, et une date dans l'autre. Et l'écart entre les deux, c'était un océan, et la tombe d'un enfant. Certains sont venus me voir, mal à l'aise et désolés. Disant qu'ils ne savaient pas. Disant que ma mère leur avait affirmé que je ne les avais jamais invités. Ce qui était en soi un autre mensonge. Je ne les frottais au visage de personne. J'ai juste répondu doucement que les funérailles avaient été ouvertes à tous ceux qui voulaient venir. Et que j'avais été reconnaissante pour ceux qui l'avaient fait. Froide et impassible. Gardant la chaleur, pour les personnes qui méritaient de la ressentir. Parce que la photo avait fait, en un seul horodatage, ce que je n'aurais jamais pu accomplir avec 100 mots de colère. Elle avait transformé les témoins que mes parents rassemblaient, en témoins pour ma propre cause. Et la fête était dans 4 jours. À 4 jours de l'échéance. J'ai fait quelque chose que je n'avais pas réussi à me résoudre à faire depuis 11 mois. J'ai conduit jusqu'au lac. Pas jusqu'au passage à gué. Je ne retournerai jamais à ce passage. Mais au lac, en amont. Là où Tom avait l'habitude d'emmener Lily faire des ricochets sur l'eau le dimanche matin, pendant que je rattrapais mon sommeil. J'y suis allé à l'aube. Parce que c'est le moment où l'eau devient plate, argentée, et immobile. Pas de vent. Comme une respiration retenue. Je l'avais évité, de la même manière qu'on évite une dent qui fait mal. Certaine que le simple fait de me tenir là-bas me briserait net en deux. Ça ne l'a pas fait. Je me suis assise sur la berge avec mon café. Le vrai mug. Pas celui de Tom. Et je leur ai parlé un petit moment. J'ai raconté à Lily l'histoire des camions avec son dessin sur les portières. J'ai dit à Tom que j'avais donné un nom à l'entreprise. Je leur ai dit ce que j'étais sur le point de faire. Et j'ai demandé à voix haute, si je le faisais pour les bonnes raisons. Et, assise là dans le silence, j'ai eu ma réponse.
Je ne voulais pas que mes parents soient ruinés. Je ne voulais pas que les enfants de Nathan perdent leur maison. Je ne suis pas bâti pour me réjouir du naufrage des autres. Même du leur. Ce que je voulais, était à la fois plus simple et plus dur. Je voulais que ça soit enregistré. Je voulais que 40 personnes sachent ce qui était vrai. Pour que la prochaine fois que ma mère qualifierait la mort de ma fille d'événement insignifiant, il y ait une pièce entière de gens qui sachent à quoi s'en tenir. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais que la vérité cesse d'être facultative. Il s'avère que, pour des gens comme ma famille, ces deux choses provoquent exactement le même effet. Et j'avais cessé d'être responsable de la façon dont la vérité les faisait se sentir. L'eau est restée plate et argentée. Pour la première fois, être là ne m'a pas brisé. Cela m'a ancré, et rééquilibré. La veille de la fête, Ernest est passé. Il avait entendu ce qui se préparait. De la façon dont tout le monde dans une famille finit toujours par tout entendre. Et il a proposé de se tenir à mes côtés. D'être dans la pièce. De me soutenir. Pour s'assurer que je ne sois pas seul contre tous. C'était une offre généreuse, et pleine d'amour. Et je lui ai dit non. Non pas parce que je ne voulais pas de lui là-bas. Mais parce que j'avais enfin compris que je n'avais pas besoin d'un bouclier. Un bouclier, c'est pour quelqu'un qui est sur le point de perdre. Je n'y allais pas pour perdre. J'y allais avec la vérité, une page certifiée, et les mains les plus calmes que j'avais eues depuis 1 an. Ernest, ai-je dit. Si j'amène un garde du corps, on dirait que je cherche la bagarre. Je ne vais pas me battre contre eux. Je vais dire une chose vraie à 40 personnes. Et ensuite, je vais partir. Il m'a regardé un long moment. Puis il a hoché la tête. De la même façon qu'il l'avait fait à l'enterrement. Comme un homme qui savait quand tenir le piquet de clôture, et quand le laisser tenir tout seul. Ton père n'a jamais eu ta colonne vertébrale, a-t-il dit. Ton frère non plus. J'ai pris cela pour le compliment que c'était. Après son départ, j'ai préparé mes vêtements pour le lendemain. Simple et sombre, rien de chic, parce que je ne m'habillais pas pour séduire qui que ce soit. J'ai glissé la copie certifiée de la lettre de don dans la poche de mon manteau. Une seule page pliée. Et j'ai posé le manteau près de la porte. 40 ans de mariage, 40 000 € qu'il voulait récupérer, et j'apportais très exactement une page à la fête. J'ai mieux dormi cette nuit-là, que je ne l'avais fait depuis les funérailles. Quand on sait enfin ce qu'on va faire, la peur n'a plus d'endroit où se loger. La salle paroissiale sentait le café, les œillets, et 40 ans de repas partagés. Il l'avait bien décoré. Une longue table avec une nappe blanche. Un gâteau sur plaque, avec la photo de mariage de mes parents imprimée en sucre. Une banderole qui disait 40 ans en lettres dorées. Environ 40 membres de la famille, ce que j'ai noté avec un certain amusement grinçant. 40 ans, 40 000 €, 40 personnes pour regarder. Ma mère m'a vu entrer, et son visage a exprimé quelque chose de complexe. À la fois de la surprise, et du triomphe. Parce qu'elle n'était pas sûre que je me montre. Et maintenant que j'étais là, elle pensait que je venais de tomber dans son piège. Mallory m'a fait la bise en l'air. Nathan a évité mon regard. J'ai pris une assiette en carton avec un morceau de gâteau que je n'ai pas mangé. Et j'ai attendu. Parce que je savais ce qui se préparait. Et un calme vous envahit, quand vous êtes la seule personne dans la pièce à connaître le scénario. Ils ont passé le moment des toasts. Puis, mon père s'est levé, a tapoté sa fourchette contre son verre, et la salle a fait silence pour lui. Et je l'ai regardé prendre la décision de le faire devant tout le monde. Il les a tous remerciés d'être venus. Il a parlé de la famille. De rester soudés. De la façon dont les temps devenaient difficiles, et que la famille était censée répondre présent. Et puis, il s'est tourné vers moi. Lentement, délibérément. Certains d'entre nous, a-t-il dit, ont été bénis, et ont oublié d'où venait cette bénédiction. Nous avons aidé Daniel quand elle n'avait rien. 40 000 €. Et maintenant qu'elle a réussi, elle refuse de lever le petit doigt pour son propre frère. Un murmure a parcouru la salle. Mallory, parfaitement au bon moment, a ajouté sa réplique. Douce comme du poison. Juste assez fort. C'est une honte. Nous avons même manqué ces funérailles pour la famille. Et voilà les remerciements. Un événement insignifiant. Elle l'avait littéralement rappelé ainsi, avec des mots différents,
devant tout le monde. La salle s'est tournée pour me regarder. Ma mère est restée assise, les mains croisées, certaine d'avoir gagné. J'ai posé mon assiette en carton, et je me suis levé. Je n'ai pas haussé le ton. C'est la première chose que je veux que vous sachiez, car c'est la chose qui comptait le plus. 40 personnes étaient préparées à une scène, et je leur ai offert du silence à la place. Et le silence, dans une pièce bruyante, est la chose la plus retentissante qui soit. Papa, ai-je dit, tu as raison de dire que vous m'avez donné 40 000 euros. Parlons de ça. Mais d'abord, parlons de l'enterrement, puisque Mallory a abordé le sujet. J'ai glissé la main dans mon manteau, j'en ai sorti une simple feuille de papier, que j'ai dépliée lentement. Et je l'ai posée à plat, sur la nappe blanche, à côté du gâteau de mariage. C'était une chronologie imprimée, avec des dates claires. Ceci est le jour où mon mari et ma fille ont été enterrés, ai-je dit en pointant du doigt. Et ça, j'ai déplacé mon doigt de 2 cm, c'est la date sur la photo de la plage que maman a postée. Un jour plus tard. Collier de fleurs et cocktail. Se créer des souvenirs, disait la légende. J'ai levé les yeux. Vous n'avez pas manqué l'enterrement pour la famille. Vous avez zappé l'enterrement d'une enfant, pour partir en vacances. Puis, vous êtes rentré, et vous avez demandé 40 000 euros à la mère en deuil. La pièce était devenue complètement immobile. La bouche de mon père s'est ouverte et refermée. La certitude de ma mère se vidait de son visage, comme l'eau s'écoule d'un évier. Et puis Nathan a fait ce que les gens bruyants font toujours, lorsque la personne silencieuse refuse de tressaillir. Il a explosé. Il a bondi de sa chaise, le visage rouge. Criant que je déformais les choses. Que la concession automobile était en faillite. Que j'étais redevable envers cette famille. Que j'étais égoïste, seul, amer. La totale. Tout le scénario, à tue-tête, dans une salle paroissiale. Je l'ai laissé terminer. Quand il a été à bout de souffle, j'ai glissé à nouveau la main dans mon manteau. J'ai sorti la 2e page, la copie certifiée. Je l'ai posée à côté de la chronologie, et je l'ai fait glisser sur la nappe, vers mon père. Vous avez tous les deux signé ça, ai-je dit, il y a 4 ans, à la table de votre cuisine. C'est la lettre de don que la banque exigeait. Elle stipule, au-dessus de vos propres signatures, que les 40 000 euros étaient un don. Aucun remboursement n'est attendu. Ce n'est pas un prêt. Sous quelque forme que ce soit. J'ai laissé la phrase s'installer. Donc, une exigence de remboursement comme s'il s'agissait d'une dette, ça ne tient pas. Vous pouvez me demander de l'argent. Vous ne pouvez pas me facturer un don, alors que vous avez juré que ce n'en était pas un. Ensuite, j'ai prononcé les 3 choses que j'étais venu dire. Et je les ai dites doucement, parce qu'elles n'avaient pas besoin d'être appuyées par la force. À Mallory, tu m'as appris quels événements valent la peine qu'on s'y déplace. Je m'en souviendrai pour le restant de mes jours. À ma mère, qui était devenue livide, tu m'as dit qu'on ne pouvait pas fabriquer une nouvelle famille. Tu avais raison. Alors, j'ai arrêté d'essayer d'en fabriquer une, à partir de toi. Et à Nathan, toujours debout là, les poings désormais desserrés, tu as demandé à quoi cet argent me servait, de toute façon. J'en ai eu besoin pour enterrer ma fille. Tu as eu besoin d'Hawaï. Personne n'a parlé. Puis, une chaise a raclé le sol au fond de la salle. René s'est levé et a dit, clair comme de l'eau de roche. J'étais à cet enterrement. Tout ce qu'elle vient de dire est vrai. J'ai les dates. Après l'intervention de René, l'atmosphère de la pièce s'est inversée. De la même façon qu'un poids lourd tourne. Lentement, puis tout d'un coup. Une tante à qui j'avais à peine parlé depuis des années, a tendu le bras, et a discrètement déplacé la lettre de don, pour que plus de personnes puissent la lire. Des gens qui étaient venus prêts à juger la fille froide et ingrate, regardaient maintenant une chronologie, 2 signatures, et une photo de plage. Et ils faisaient la seule chose honnête qu'il leur restait à faire, ils avaient l'air d'avoir honte de ce qu'ils avaient cru. Ma mère a prononcé mon nom une seule fois. Daniel. Comme une question. Comme si elle pensait encore qu'il y avait une version de tout ça, où je me rasseyais, et on mangeait du gâteau. Il n'y en avait pas. Et Nathan. Mon frère, le bruyant. S'était complètement essoufflé, et restait juste planté là. Et l'espace d'une seconde, je l'ai vu. La vraie chose en dessous de tout ce sentiment d'avoir tous les droits. Il était terrifié. Il allait perdre la concession,
et peut-être la maison, et ses enfants allaient en pâtir. Et il avait parié toute la famille, pour me forcer à couvrir ses pertes. Et maintenant, la famille le regardait, lui, à la place. Danny, a-t-il dit. Calme, pour la première fois. J'ai peur. Et je l'ai cru. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté qu'aucun d'eux ne m'ait offerte en 11 mois. Et j'ai senti ce vieux réflexe tressaillir. Celui qui préparait ses déjeuners depuis qu'il était bébé. Mais il n'avait toujours pas dit qu'il était désolé pour Lily. Pas une seule fois. Pas son prénom, pas ce jour-là, pas le banc vide. Effrayé pour lui-même, jamais désolé pour moi. Alors j'ai ramassé mes 2 feuilles. Je les ai repliées dans mon manteau. Et j'ai dit la chose la plus vraie qu'il me restait. J'espère que tu trouveras une solution, Nathan. Vraiment. Mais tu vas devoir la trouver sans moi. Ensuite, je suis sorti sur le parking. L'air était propre et froid. Et je pouvais respirer. L'histoire selon laquelle je leur devais 40 000 € est morte dans cette salle, et n'est jamais revenue. Ils auraient pu me demander de l'aide de la manière dont n'importe qui peut demander à n'importe qui. Ce qu'ils ne pouvaient plus faire, une fois que leur propre signature trônait sur cette nappe, c'était de continuer à appeler ça une dette, que j'avais refusé d'honorer. On ne peut pas réclamer un don que le donateur a juré être un don. Et les membres de la famille qui s'étaient préparés à se cotiser pour le remboursement de Nathan, ont discrètement fermé leur chéquier, une fois qu'ils ont vu les dates. La concession automobile a fait faillite, cet automne-là. Je l'ai appris de la même manière que j'apprends tout sur eux maintenant. Indirectement, par René. Sans aucun sentiment particulier dans ma poitrine, d'une façon ou d'une autre. J'ai coupé les ponts avec mes parents, et avec mon frère. Pas avec une lettre dramatique, pas avec une dispute explosive. J'ai juste arrêté de répondre. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté d'appeler. Le silence qui s'est installé dans leur sillage, a été la chose la plus paisible que j'ai ressentie depuis des années. J'ai gardé les personnes qui ont répondu présent. Ernest vient pour le dîner du dimanche, et s'assoit dans le fauteuil de Tom. Et j'ai fait la paix avec ça. Parce que quelqu'un de bien devrait s'asseoir là. René et moi nous parlons toutes les semaines. Glenda est à moitié à la retraite, mais répond toujours quand j'appelle pour une question sur le fret. Carvé et Fille fait tourner 5 camions maintenant. Tous d'un vert profond. Tous avec 3 camions bosselés dessinés au crayon, peints en petit sur les portières. Là où on ne le remarque que si on y prête attention. Les gens le remarquent. Les chauffeurs posent des questions à ce sujet dans les relais routiers. Et j'ai le droit de prononcer son nom à voix haute. Lily. Ma fille. C'est elle qui a dessiné ça. Et son nom a le droit de vivre sur le flanc d'un camion, roulant sur toutes les autoroutes que Tom et moi avons jamais parcourues. J'ai déplacé les petites bottes jaunes. Finalement. Pas très loin. Juste sur une étagère, où je peux les voir, et quand même réussir à franchir la porte à 4 heures du matin. Et, un dimanche de ce printemps, presque un an après, je suis retourné au lac à l'aube, avec une poignée de marguerites sauvages. L'eau plate et argentée, pas de vent. Et je les ai laissées sur la berge, pour les 2 personnes qui m'ont véritablement construite. L'eau ne m'a pas brisé cette fois-ci, non plus. Elle est simplement restée immobile, comme elle a l'habitude de le faire, et elle m'a gardé avec elle. Je ne cherche plus mon téléphone, quand je suis là-bas, désormais. Il n'y a personne sur la ligne dont j'attends des nouvelles. J'ai les personnes qui sont venues, alors qu'elles n'avaient rien à y gagner. Et j'ai laissé partir celles qui ne se sont pointées, que lorsqu'elles y trouvaient leur intérêt. C'est là que réside tout le secret, en fin de compte. C'est tout ce qui importe. La famille, ce n'est pas les gens qui partagent votre sang. Ce sont les gens qui répondent présent, quand il n'y a plus rien à gagner, et ce sont ceux qui s'en vont, dès que c'est le cas. C'est mon histoire. Des funérailles qu'ils ont qualifiées d'insignifiantes. Des vacances qu'ils n'ont pas pu annuler. Et une seule page, qu'ils ont signée, et oubliée. Si quelqu'un vous demande constamment de le porter, tout en ignorant vos jours les plus difficiles, que ceci soit votre signal. Posez la page sur la table. Vous ne devez pas payer une dette pour laquelle vous n'avez jamais signé. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Dites-moi dans les commentaires qui a réellement répondu présent pour vous. Et abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine.